peux avoir la meilleure offre du marché, tu peux être excellent dans ton domaine d'activité. Si tu as un process commercial bancal, alors c'est mathématique, tu vas perdre des missions face à des freelances qui sont objectivement moins bons que toi. Et c'est pas mon avis, c'est ce qu'on observe chez les freelances qui rentrent dans l'accompagnement Produit Scale chaque semaine. Dans cette vidéo, je te donne le process commercial complet, le guide étape par étape de la prise de rendez-vous à la signature d'un client. Comment faire en sorte de créer un process commercial qui soit le plus optimal possible pour closer. Cependant, quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux te faire un warning. C'est-à-dire que un process commercial, ça ne va pas sauver une offre qui est floue. Si ton positionnement n'est pas clair, si tes leads ne sont pas vraiment qualifiés, donc que ton système d'acquisition n'est pas optimisé, si ta cible ne comprend pas immédiatement pourquoi elle devrait te choisir toi et pas un de tes concurrents, parce que tu as très certainement 90 000 concurrents qui existent sur ton marché, alors le meilleur process commercial au monde n'y changera rien. Donc, on part du principe que tu as déjà tout ça en place, tu as une offre qui est claire, que ta cible comprend ce que tu fais en 10 secondes, tu as une cible qui est bien identifiée, donc tu sais exactement à qui tu t'adresses et du coup, comment tu dois t'adresser à elle, comment tu dois te comporter face à elle, et tu as un canal d'acquisition qui est actif, et même pas un canal d'acquisition, un système d'acquisition multicanal qui est actif, comme ça te permet de générer des leads de manière régulière et surtout des leads qui sont qualifiés. Donc, on part du principe que tu coches ces cases, et si c'est pas le cas, eh bien, je te renvoie vers d'autres vidéos pour traiter ce sujet en amont. Maintenant, pour ceux qui ont tout ça et qui perdent quand même des missions à cause d'un process commercial qui n'est pas optimisé, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Donc, déjà, il y a une chose ultra importante qu'il faut bien comprendre, c'est que le process commercial ne commence pas au moment où il y a le call. Le process commercial, il commence en amont. C'est-à-dire que ton prospect, déjà pour prendre rendez-vous avec toi, il doit passer par certaines étapes. Il doit, s'il est sur un profil LinkedIn, trouver le bouton pour cliquer sur ouvrir un calendrier, remplir éventuellement certaines questions et ensuite pouvoir choisir un créneau pour prendre rendez-vous avec toi. Donc, et bien ça, il faut le travailler parce que ça influe directement sur la posture professionnelle, sur la posture commerciale que tu as face à ton prospect. Et si on prend LinkedIn par exemple, justement, est-ce que quand ton prospect il arrive sur ton profil, il comprend très clairement que tu t'adresses à lui? Il comprend très clairement en 10 secondes que tu résous une problématique particulière. Il arrive à avoir de la preuve sociale et voir que tu fais quelque chose de qualitatif. Il arrive à voir que tu as une posture qui semble intéressante, une posture professionnelle, que tu renvoies de la confiance. Et surtout, j'ai envie de rigoler parce que ça paraît très basique dit comme ça, mais est-ce que la personne, elle peut très rapidement prendre rendez-vous avec toi? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de chercher 1000 ans pour savoir comment elle te contacte? Si elle doit te rechercher, elle te contactera pas, elle passera à autre chose parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui font la même chose que toi. Très important. Donc, de comprendre que ton profil, si on parle de LinkedIn, mais ça peut être si on parle d'Instagram, ça peut être aussi si on parle de Mail, enfin peu importe, le début de ton canal d'acquisition, c'est ce qui va être le commencement de ton processus commercial et donc directement va influer sur la posture, en tout cas la perception qu'on va avoir à ton prospect de tout. Donc, il faut vraiment travailler ça dès le début. Pareil, si on parle, là on parle d'inbound marketing, mais si on parle de l'outbound, quand tu fais de la prospection, mettons de la prospection par email, tu vas contacter quelqu'un à froid qui t'a rien demandé et qui te connaît ni d'Ève ni d'Adam. Eh bien, en gros, quand quelqu'un te contacte, est-ce que le message que tu vas lui envoyer en retour, s'il te dit oui, par exemple, va simplifier sa prise de décision? Est-ce que tu vas directement linker un portfolio? Est-ce que tu vas directement linker une étude de cas? Est-ce que tu vas directement lui proposer plusieurs canaux, plus rajouter ton calendrier? Enfin, il y a plein de choses, évidemment, mais en gros, est-ce que tu vas enlever le plus de friction possible puisque la personne, elle puisse te dire, ok, vas-y, cette personne m'a déchargé un peu de ma charge mentale, je sens qu'elle est pro puisqu'elle fait les choses bien correctement, elle s'adapte à moi. Ça crée de la confiance. Il y a une règle, en fait, qu'il faut un peu comprendre, c'est que plus c'est simple de travailler avec toi, plus les gens ont envie de travailler avec toi. Donc là, tout de suite, est-ce que via l'ensemble de tes canaux d'acquisition, sur les premières étapes, tu as mis en place un process qui est simple et qui facilite la prise de contact de la part de ton lead? Du coup, deuxième partie, évidemment, une fois qu'on a des rendez-vous qui sont bookés, on veut faire en sorte d'avoir le moins de no-show possible. On veut faire en sorte que la plupart des gens qui prennent rendez-vous vont honorer leur rendez-vous. Généralement, quand il y a un no-show, c'est qu'il y a des configurations qui sont manquantes. Donc, en gros, une fois que la personne elle a pris rendez-vous, il faut que tu aies un système de rappel, première chose, automatique. Un email qui part 24 heures avant le rendez-vous, un email qui part quelques heures avant également, juste pour rappeler à la personne que vous avez un rendez-vous ensemble, et que si jamais c'était pas dans son calendrier, dans son agenda, elle doit quand même venir, quoi, en gros. Donc là, c'est une configuration qui prend littéralement 10 secondes, tu vas sur Calendly ou sur n'importe quel outil que tu utilises, et tu fais en sorte d'avoir cette séquence automatique qui s'active. C'est tout bête, mais en fait, ça change vraiment énormément de choses, parce que, en fait, le simple fait d'avoir des rappels, quand tu as une journée qui est super chargée parce que tu as 10 000 choses à gérer, eh bien, ça aide. Donc, sans ça, en fait, le taux de no-show, il peut dépasser les 30% parce que, encore une fois, chacun a sa vie, c'est pas forcément que la personne est méchante, c'est juste qu'elle a oublié, on fait en sorte qu'elle n'oublie pas. Mais encore une fois, au-delà de simplement réduire le taux de no-show, le fait d'avoir des messages automatiques qui soient bien construits, qui soient bien professionnels, ça rappelle à la personne quelque chose qu'on n'anticipe pas forcément, c'est que ça construit ton image avant même que t'aies parlé. On se dit, ok, cette personne, elle est structurée, ok, cette personne, elle pense à m'envoyer des rappels, ok, cette personne, elle a un certain professionnalisme parce qu'elle est
bien entourée, elle est entourée de bons outils. On se dit qu'on a quelqu'un de carré en face. Et si tu optimises tout ça en faisant en sorte d'avoir, via tes relances, des redirections vers des ressources gratuites, que tu peux avoir créées, qui vont pouvoir éduquer ton prospect en avant du call ou vers certaines études de cas, et bah là, tu montes encore une fois d'un grade, mais ça, on pourra le voir dans un autre moment. Maintenant, il faut surtout bien préparer le call. C'est-à-dire que pendant que ton prospect, là, il reçoit tes emails de rappel, il faut que toi, tu te penches sur ce que tu vas lui proposer pendant le call. Et sincèrement, je pense que c'est là où 90% des freelances se font dépasser. C'est-à-dire qu'ils arrivent en mode réactif. Ils attendent que le prospect parle, ils vont répondre, ils vont poser des questions qui sont écrites dans un script de vente parce qu'il y a un closer de je ne sais quel infopreneur qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Non, on fait plus comme ça aujourd'hui. La préparation du call, ça va être ton avantage concurrentiel. Oui, ça te demande du temps, mais si ton temps te permet de closer et qui permet peut-être de closer plus cher, largement rentabilisé. Donc voilà ce que tu dois faire avant chaque call. Déjà, il faut que tu te plonges dans le business de la personne. Qui t'a contacté? Va voir son site, va voir ses réseaux sociaux, son LinkedIn, va voir ses concurrents, va t'imprégner de son marché. Le but, c'est que cette personne, elle pense que tu travailles déjà pour lui quand tu arrives dans le call parce que tu es déjà capable de répondre et elle te parle et tu lui dis ah ouais, c'est vrai, vous avez fait un post Instagram d'ailleurs à ce sujet, ou j'ai vu que vous allez lancer tel produit ou tel projet, ou j'ai vu que vous allez travailler avec tel client, c'est super bien. On sent que tu es impliqué. On a envie, on a un business, on a un bébé. On a envie que la personne qu'on va faire rentrer dans notre bébé, elle soutienne notre bébé. On a envie que cette personne, elle soit impliquée dans notre projet. Ça passe par une micro-préparation et notamment de faire en sorte de s'intéresser réellement à la personne que tu as en face de toi. Ensuite, il faut que tu prépares des preuves sociales qui soient ciblées. 1, 2, 3, pas plus, tu vois. Mais il faut impérativement que tu prépares des preuves sociales que tu vas pouvoir projeter, tu vas pouvoir partager ton écran de boîtes qui sont dans le même secteur d'activité, qui ont les mêmes problématiques, ou qui ont la même cible, en fait, de boîtes dans des univers qui sont similaires. Prépare, en fait, une étude de cas concrète, donc prépare des résultats, prépare une projection pour que la personne, elle puisse se dire, ok, bon, déjà, cette personne, elle s'est bien renseignée pour moi, elle a l'air vraiment professionnelle et impliquée dans mon business, et en plus, elle connaît mes problématiques, elle connaît mon univers. En fait, elle a déjà les réponses que j'attends. Et cette projection, donc, tu vas préparer un support. En vrai, c'est des templates, hein, c'est simplement que chaque étude de cas que tu dois impérativement faire à la fin de chaque mission, tu fais en sorte que ce soit projeté de manière un petit peu plus différente quand tu vas faire des appels commerciaux et de les regrouper par catégorie. Et puis sinon, tu fais une petite modification, ça te prend quoi 5 minutes? Un Figma, un Notion, un Canva, enfin bref, peu importe, un PDF, on s'en fiche. Il faut que tu aies quelque chose à partager à l'écran, surtout si c'est dans un domaine qui est créatif, ça c'est sûr et certain, mais même dans un domaine où il y a beaucoup de data, il faut qu'il y ait des cours, il faut qu'il y ait des chiffres, il faut qu'il y ait de la projection. Et encore une fois, juste le fait de dire, écoutez, je vous partage juste mon écran 2 secondes pour vous montrer. Ça te permet, toi, à un moment où tu peux en avoir besoin, de reprendre le lead sur la conversation et surtout de guider, en fait, le message, de guider l'œil de la personne pour qu'elle puisse bien imprégner dans son esprit, au-delà de toi, ce que tu lui dis, à travers tes paroles, que tu lui prouves avec des résultats, avec des avant-après, tes études de cas, en fait. Et que vraiment la personne, elle puisse se projeter dans le après vers laquelle tu peux la... Donc, en fait, l'objectif de ton call, c'est pas uniquement de closer, parce que tout le monde fait la vente. L'objectif, c'est que la personne, elle se dise, ok, ce mec-là ou cette nana-là que j'ai rencontré, je veux que ce soit mon collaborateur, je veux qu'elle fasse partie de mon projet parce qu'elle m'a montré qu'elle faisait déjà plus ou moins partie de mon projet de par son professionnalisme, de par sa préparation en amont même de notre call. En fait, il faut réussir à se détacher. Oui, il y a des scripts de vente qui fonctionnent très bien, mais encore une fois, tu as en face de toi, très certainement, à part si tu fais du B2C, mais quand tu fais du B2B, quelqu'un qui maîtrise la vente. Il sait quand tu poses tes questions, pourquoi tu les poses. Ce qui va beaucoup jouer aujourd'hui, c'est aussi l'humain. Et je parle pas de est-ce que tu es suffisamment à l'écoute, mais est-ce que tu prends suffisamment d'initiative, est-ce que tu es suffisamment projectif, est-ce que tu es suffisamment dynamique aussi dans ta présentation, est-ce que tu es suffisamment déjà impliqué dans mon projet avant qu'on ait bossé ensemble. Et quand je vais te comparer avec les 10 autres concurrents avec lesquels je t'ai comparé, bien, je vais me rappeler de toi, parce que toi, tu m'as montré que tu avais de la niaque, que tu avais envie de bosser avec moi. Et j'ai envie de bosser avec quelqu'un qui a envie de bosser avec moi, parce que je sais que cette personne, je vais pouvoir lui faire confiance et qu'elle va faire du bon taf. Maintenant, donc le call de vente, je vais faire une vidéo qui sera dédiée au sujet de la structure idéale d'un appel découverte. Encore une fois, moi, je parle pas du principe qu'il faut être un closer shark et faire en sorte de poser des questions précises pour avoir une réponse claire et précise. Ça, c'était valable il y a quelques années, mais c'est plus valable aujourd'hui. Ça mérite cependant quand même une vidéo à part entière parce qu'il y a des choses impératives à mettre en place dans un script de vente. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je vous l'enverrai. Mais voici les non négociables, selon moi, à mettre en place quand on a un appel de vente. La première chose, c'est évidemment de poser des questions sur les vrais enjeux de la personne. C'est-à-dire, faut pas poser les questions sur qu'est-ce que vous recherchez dans un prestataire, juste qu'est-ce que vous voulez mettre en place, c'est quoi un peu le scope de la mission. Ok, ça c'est intéressant, mais ça c'est le brief. Non, le but c'est il faut vraiment que tu poses des questions sur le problème réel que la personne veut résoudre. Et si tu constates qu'il y a
une différence entre le problème qu'elle veut résoudre et le scope de la mission qui a été présentée, il faut être porteur de proposition et montrer que tu réfléchis, montrer que tu rebondis et donc que en fait tu sais exactement ce qu'il faut pour répondre à son problème. Il faut que tu poses aussi des questions sur ce qui a déjà été essayé, sur ce qui n'a pas été essayé. En gros, que tu vois un peu ça comme une espèce de micro-audit de la situation parce que ça va te permettre de poser des questions qui vont te faire t'intéresser réellement à la personne que tu as en face de toi, pardon, et pas uniquement poser des questions pour poser des questions, histoire d'avoir des oui ou des non de la part de la personne. Ensuite, impératif, il faut que tu montres que tu maîtrises la situation. En gros, il faut que tu fasses des liens avec ta connaissance de ton marché, avec des missions précédentes, avec des résultats clients, avec des domaines d'activité, peu importe. Il faut que tu montres à la personne qu'en fait, tu maîtrises son univers. Ce que vous me décrivez, je l'ai aussi mis en place chez X, et du coup, on avait mis en place Y, et voici un peu le résultat, projection de l'écran. En vrai, ce que vous me dites là, ça résonne pas mal chez moi, mais vous pensez que ça serait peut-être intéressant à terme de mettre en place ça. Regardez, je vous montre, c'est ce que j'ai fait avec telle boîte qui est un peu dans le même secteur d'activité que vous. Projeter la personne dans un résultat qu'elle veut, qu'elle souhaite atteindre, c'est gagner des points. Parce qu'à partir du moment où tu projettes la personne, tu la projettes avec toi, tu la projettes pas avec quelqu'un d'autre. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est de partager aussi son écran quand c'est le bon moment pour montrer des études de cas appropriées, montrer de la preuve sociale et laisser en fait ton prospect voir du concret, voir vraiment ce que tu es capable de donner au-delà des paroles que lors des échanges que vous allez avoir. Et la dernière chose, c'est d'adapter son cycle de vente. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là, c'est très théorique, mais dans la pratique, en fait, ça va s'adapter à ta cible. Parce que tout ce que tu construis, ton offre, ton système d'acquisition multicanal, ton parcours commercial, ton parcours client, ça s'adapte à la personne que tu as en face de toi. Est-ce que c'est un PDG d'une grande boîte? Est-ce que c'est un solopreneur? Est-ce que c'est une petite agence digitale? Est-ce que c'est un e-commerçant? J'en sais rien. Mais en fonction de la personne que tu as en face, tu vas mettre en place des étapes différentes. Là, on parle du processus commercial, mais en l'occurrence, des étapes différentes sur la partie commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des cibles qui sont closables en une fois. D'autres, il faut un processus en 2 étapes. D'autres, c'est en 3 étapes. D'autres, c'est uniquement adapté à la personne que tu as en face de toi par rapport à ce qu'elle dit, parce qu'elle a tout un process hiérarchique derrière elle. Il faut bien comprendre que ta cible, il faut que tu construises ton business autour d'elle. Tu vas t'adresser à elle. Tu vas lui vendre quelque chose. Tu vas la projeter dans des résultats. Tu vas répondre à une problématique qu'elle connaît précisément. Ton process commercial doit être adapté à cela. Donc ton script de vente, les questions que tu vas poser sur les enjeux, les études de cas, la proposition commerciale. Si tu vises, tu vas pas construire une proposition commerciale similaire. Même ton identité visuelle, bien au-delà de ce qu'on voit là aujourd'hui, elle s'est adaptée à ta cible parce que tu dois, entre guillemets, parler son langage et faire en sorte de t'adapter à elle, c'est montrer, étant donné que tu es freelance, que tu vas être capable de en fait t'intégrer dans son équipe. Et si tu arrives à faire comprendre, enfin en tout cas faire ressentir ça à ton prospect, tu gagnes nécessairement des points sur la partie commerciale. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui font appel à des freelances au lieu de faire appel à des agences. C'est-à-dire qu'on veut travailler avec quelqu'un qui est disponible, pas dans le sens de je suis disponible à 20h, à 23h le week-end quand tu m'appelles, mais plutôt qui s'adapte à moi, qui va s'intégrer dans mon équipe et non pas qui va arriver avec des process tout faits que moi je vais devoir suivre en tant que prospect. Voilà, bien le prendre en considération. Je pourrais éventuellement faire des vidéos sur les étapes pour s'adapter aux différents marchés. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça. En fait, avant même la fin de ton call, tu dois savoir si tu dois faire un autre point, un deuxième point, un troisième point, peu importe, avec la personne. L'idée, c'est vraiment que tu sois force aussi de proposition dans le déroulé des étapes. Maintenant, la fameuse proposition commerciale. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet parce que c'est un actif qui est ultra important. C'est celui aussi que la plupart des freelances traitent comme une formalité. La plupart n'en font pas d'ailleurs. C'est un PDF qu'ils font en genre 20 minutes avec 3 bullet points et un tarif où la plupart font des devis, donc ils n'envoient même pas de proposition commerciale. Donc tu dois envoyer, enfin avant même de faire ta proposition commerciale, il faut se dire qu'il faut que tu l'envoies le plus rapidement possible parce que la personne vient de raccrocher, digérer toutes les informations que tu lui as partagées. Il faut que tu sois réactif. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est pour ça qu'en amont, tu dois avoir créé un template, ça va te permettre d'aller plus vite, et que ce template, à partir des informations que tu as retirées pendant le call, ou du transcript du call que tu pourrais partager à une IA, que tu remplisses ton template pour proposer quelque chose qui est adapté réellement à l'échange que tu as eu avec ton prospect. Donc, voici ce que doit faire une bonne proposition commerciale. La première chose, c'est de simplifier la décision. En gros, il faut que tu partes du principe que le prospect avec lequel tu as échangé, il reçoit 40 propositions commerciales parce qu'il a échangé avec 40 prestataires. J'exagère un peu, mais généralement, quand on fait appel à quelqu'un, à part si c'est du bouche à oreille, on va comparer avec d'autres personnes sur le marché. C'est ce qui s'appelle juste faire un benchmark. Donc, si ça demande à ton prospect de l'énergie pour comprendre la proposition commerciale, pour la lire, pour se projeter, tu perds des points. Il faut être simple et efficace et encore une fois, faire en sorte de
simplifier le process, pardon, c'est avoir une posture qui est beaucoup plus professionnelle. Donc, ta structure doit être claire, ton déroulé doit être logique, tu dois mettre en avant les livrables qui sont attendus, tu dois projeter avec une timeline qui est bien visible, tu dois partager tes tarifs sans ambiguïté, donc vraiment détailler étape par étape tous les tarifs. Elle doit se lire assez rapidement, ça dépend de l'ampleur du projet. Si, c'est un projet pour une grosse boîte qui te dit qu'il va falloir signer des NDA derrière et cetera, évidemment ta proposition commerciale va être bien plus complète. Tout dépend aussi de la tarification, mais si on part du principe que c'est une tarification jusqu'à 5 000 €, en quelques minutes, vraiment, ta proposition commerciale doit pouvoir être lue par ton prospect. Le plus important, c'est surtout de se dire qu'elle ne doit pas laisser de questions ouvertes. L'idée, c'est que ta proposition commerciale soit suffisamment complète pour que la personne n'ait pas 46 questions à t'envoyer derrière, parce que ça va diluer le message en fait et ça va déprofessionnaliser ton approche. Donc rappelle-toi, quand une entreprise fait appel à un freelance, elle fait aussi appel à une expertise, mais également à une décharge mentale. On veut faire en sorte que le travail qu'on va faire à quelqu'un soit simple et qu'on n'ait pas à courir derrière ou à travailler la communication pour faire en sorte de bien se comprendre. Ensuite, ta proposition commerciale, elle doit rappeler tes preuves sociales. Il doit y en avoir partout. Tu vas avoir une slide qui parle de l'ensemble des clients que tu as accompagnés et intégrer à nouveau des études de cas dans ta structure enfin dans ton template de proposition commerciale qui soit en rapport avec l'offre que tu vas leur proposer, avec le secteur d'activité dans lequel ils sont, avec leur marché, etc., etc. Encore une fois, pour les projeter de la manière la plus précise possible. Et quand je dis des études de cas, c'est pas juste des logos, c'est pas j'ai mis ça en place avec Y, c'est non, il faut qu'il y ait des avant-après, il faut qu'il y ait des courbes, s'il y a des courbes, il faut qu'il y ait des projections, il faut un petit récapitulatif de la mission aussi pour que la personne puisse vraiment s'imprégner de ce que tu as à lui partager. Sinon, elle va juste voir ton portfolio en soi. Ensuite, en 3, il faut créer une projection temporelle. La personne, elle signe avec toi pour un certain montant qui va pas s'exécuter en une journée. Même si ça s'exécute en une journée, il faut quand même qu'il y ait une projection. En fait, il faut que la personne, elle puisse se dire, ok, je vais travailler avec quelqu'un sur 3 mois. Bon, voici ce qui va se passer a priori la semaine 1. Ensuite, sur 3 semaines, je vais attendre tel livrable à tel moment. Et pourquoi il y a besoin d'un troisième mois? Parce que c'est dans le troisième mois qu'on va mettre en place X, Y, Z choses. Il faut qu'il y ait une projection temporelle parce que c'est ce qui permet de visualiser le process et comment tu travailles et aussi concrètement ce que je paye. Donc la personne, elle doit vraiment être capable de comprendre ce que vous allez faire ensemble si jamais vous collaborez ensemble. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il faut impérativement, idéalement tout du moins, que tu aies plusieurs offres dans ta proposition commerciale, minimum 2. Donc ça te permet de gagner des points en fait finalement dans la vente. Donc tu déplaces la comparaison. Et ensuite, la dernière chose, c'est si possible d'utiliser l'IA pour personnaliser ton approche commerciale. En gros, ce que tu peux faire, c'est que quand tu finis un call, tu envoies ton script à Claude. Dans Claude, tu as déjà intégré ton process, ton template de proposition commerciale et tu lui demandes d'optimiser à partir de toutes les informations qui ont été évoquées pendant l'appel découverte, le template et de personnaliser le template à la situation, à la cible, d'intégrer les bonnes études de cas au bon moment, etc. Ça va demander du temps de configuration évidemment, mais en fait au final ça te permettra d'aller beaucoup plus vite, de pouvoir envoyer des propositions commerciales très rapidement à ton prospect et donc d'avoir une meilleure posture, encore une fois, d'avoir une approche encore plus professionnelle à chaque fois. Voilà, encore une fois, je pourrais faire une vidéo complète sur le template idéal de proposition commerciale, la structure encore plus détaillée, mais il faut se dire que les 5 composantes les plus intéressantes, c'est celle-ci: simplifier la prise de décision, rappel des preuves sociales à plusieurs endroits, projection temporelle, idéalement plusieurs offres qui soient proposées, et de personnaliser au maximum ton template. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire avec l'IA. Pourquoi s'en passer? Maintenant, l'après-call. Le CRM. Même si vous êtes solo, vous devez avoir un CRM. Alors, pas très complexe. Nous, par exemple, nos clients, on leur fait utiliser Notion pour éviter de payer un outil supplémentaire. Parce qu'avec Notion et un Kanban, on peut déjà faire pas mal de choses. Sur Notion, peu importe, sur Excel, selon l'outil que tu utilises, tu dois impérativement avoir un tableau qui permet de visualiser, ok, cette personne-là, tu devais la relancer à tel moment, voici ce qui a été dit en call, voici quand a été fait l'appel de closing, voici les études de cas qui ont été partagées, et juste, en fait, de savoir l'ensemble des prospects que tu dois relancer et quand. Donc, c'est impératif que de se dire que le closing, ça passe pas non plus uniquement au moment où tu envoies la proposition commerciale. Il faut relancer la personne en temps et en heure derrière et relancer correctement. Donc, ce que j'entends constamment les freelances dire quand je suis en coaching, c'est ouais, mais je veux pas relancer la personne, j'ai peur de déranger, j'attends qu'elle revienne vers moi, si elle veut bosser avec moi, si elle doit revenir vers moi. C'est la pire chose que tu puisses faire. Parce que, encore une fois, la personne, tu dois la décharger mentalement aussi. C'est ce qui permet aussi de lui donner envie de travailler avec toi.
Un silence est interprété comme un désintérêt, un amateurisme. Moi, vraiment, sincèrement, quand je fais un appel avec quelqu'un et que la personne ne me relance pas en temps et en heure, donc au moment qui a été prévu, je me dis que la personne, elle veut pas bosser avec moi et que c'est tant pis pour elle. Parce que pour moi, c'est pas professionnel. Tu m'as dit que qu'on se devait se reparler à tel moment, que tu me renverrais un message pour avoir une réponse, que tu replanifierais un call, peu importe, c'est à toi de faire la démarche de revenir vers moi. C'est moi qui te donne de l'argent. Sinon, Coco, moi, je vais voir quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun souci. Donc très important que tu relances proprement certes, mais en temps et en heure. Et que du coup, pendant le call, tu demandes à la personne quand est-ce que je peux vous relancer, est-ce qu'on peut se dire qu'à telle date, si jamais j'ai pas de retour, je vous passe un coup de fil, ou qu'à telle date, vous renverrai un message pour avoir votre retour définitif. C'est à toi de prendre les devants, c'est toi qui es commercial. Oui, tu es solo, oui, tu es en freelance, mais tu es un freelance commercial au moment où tu vas signer une prestation. Il faut te mettre dans cette casquette, il faut assumer le rôle, c'est ça être entrepreneur. Donc il faut que tu prennes cette décision. Donc, à la fin de chaque échange, tu demandes vraiment bien à la personne quand est-ce que va être la prochaine prise de contact, et tu relances en temps et en heure. Ça, tu vas pas t'en rappeler à chaque fois, donc il faut que tu remplisses ces informations dans un CRM, peu importe le tableau, encore une fois, moi je te dis, nous les clients, avec on leur transmet un Notion dans lequel il y a un CRM qui est intégré et ça leur suffit amplement. Mais il faut que tu la relances dans les délais et que tu sois proactif. La personne ne répond pas à ta relance. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre ton téléphone et de la rappeler derrière? Rien. Il faut que tu te dises aussi que tu as un humain en face de toi. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne ne te répond pas qu'elle ne t'aime pas, qu'elle veut pas travailler avec toi. Peut-être, mais c'est aussi peut-être parce que tu as affaire à un humain qui a oublié de répondre à ton message. Enfin, ça nous arrive à tous de mettre un vent à quelqu'un sans faire exprès, de pas lui répondre parce qu'on se dit, ah, bah là j'ai un call qui commence, c'est pas le moment, et ensuite tu as 35 messages et tu l'oublies. Relance la personne à nouveau derrière. Tu vas pas relancer la personne 10 fois en envoyant des points d'interrogation, évidemment, il faut toujours même mettre la forme, mais relance-la, idéalement, jusqu'à avoir une réponse. C'est OK. Si la personne, pendant le call, elle t'avait dit, oui, il n'y a pas de souci, tu me relances à tel moment, eh bien, relance-la tant que tu n'as pas de réponse. Encore une fois, on est des humains, on est des grandes personnes. La moindre des choses, c'est de faire une réponse à quelqu'un, certes, mais la moindre des choses, c'est aussi que toi, tu ne pars pas du principe, ah, la personne ne me répond pas, ou elle m'a pas relancé en temps voulu, elle veut pas bosser avec moi. Non, c'est à toi de prendre les devants là-dessus. Donc dans ton CRM, très simple ta carte, tu as le nom de l'entreprise, tu as le nom de la personne avec laquelle tu es rentré en contact, tu as ton adresse email, son numéro de téléphone évidemment, la date du dernier contact, la prochaine action, le canal de relance, est-ce que vous avez convenu que vous relancez sur WhatsApp, sur LinkedIn, par téléphone, par visio, peu importe, j'en sais rien. Et évidemment que tu intègres la proposition commerciale que tu lui as envoyée à l'intérieur, que tu fasses un petit récap de ce qui a été dit dans le call, pour que tu puisses rebondir si jamais il y a besoin de rebondir et que tu te simplifies le taf. Oui, sur le moment, au moment où tu remplis, tu te dis que ça te simplifie pas le taf, mais quand tu reviens sur la carte 3 semaines plus tard, tu es bien content ou bien contente d'avoir mis les informations nécessaires. Donc relance proprement, montre que tu tiens tes engagements, n'insiste pas forcément, mais tiens parole. Il faut se dire encore une fois que l'expérience client, elle commence même avant, elle commence au moment de ton expérience prospect. C'est-à-dire que si tu montes dès la vente, que tu es fiable, que tu es ponctuel, que tu es organisé, le prospect signe plus facilement parce que ça crée juste plus de confiance. On se dit que quelqu'un qui est organisé, qui est carré, c'est quelqu'un de fiable, enfin naturellement. Quelqu'un qui va dans tous les sens, qui te répond pas au bon moment, qui te relance pas au bon moment, oui, certains vont te dire non mais ça crée du FOMO. Moi je suis pas d'accord, je confie pas mon projet à n'importe qui, surtout quand tu as déjà fait des recrutements ratés, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises. Avoir une approche qui est très structurée, très cadrée, ça crée de la confiance, ça crée du professionnalisme et on a envie de signer avec toi. Maintenant, encore une fois, le process que j'ai présenté ici, c'est pas une formule magique, c'est un cadre qui doit être adapté à chaque marché et à chaque cible, à chaque canal d'acquisition et à chaque mission. Comme tout finalement dans ton business. Mais si tu intègres ne serait-ce que la moitié de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tu vas déplacer 80% de ton marché, c'est sûr et certain. Parce que la majorité des freelances aujourd'hui se comportent uniquement comme des prestataires de services, ils se comportent pas comme des entrepreneurs, donc ils mettent pas leur casquette commerciale en place pour s'assurer d'être plus pertinents que les autres, notamment sur le parti commercial. Donc, ce qui fait que les gens vont signer. C'est pas uniquement parce que tu as l'air d'être un expert ou tu as l'air de faire du meilleur taf. C'est aussi parce que tu parais professionnel dans ta gestion commerciale. La réalité, en fait, c'est que la plupart des freelances sont très bons dans leur delivery, mais ils sont mauvais dans la vente. Et ça crée un décalage. Et là, c'est ton opportunité. Même si t'es pas le meilleur dans ton domaine d'activité, tu le seras peut-être jamais, et c'est ok parce que le marché, il évolue constamment. Fais en sorte d'être le plus professionnel possible et d'optimiser les process dans ton activité. Là, on a parlé du process commercial que tu peux désormais mettre en application. Mais encore une fois, il y a aussi plein de choses à optimiser sur la structuration, sur la partie acquisition, sur la partie expérience client également. Si tu veux qu'on aille plus loin, notamment dans la structure idéale d'un call découverte, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, eh bien dis-le moi aussi, lâche un petit like, abonne-toi et je vous dis à très vite.